et bienvenue dans le podcast Raconte-nous. Comme chaque mardi, on met en lumière un parcours de vie et un métier. Et aujourd'hui, on accueille Camille. Premier battement de ton cœur à ton premier rire. Raconte-nous. De ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire. Raconte-nous. De tes premières réussites à ton premier emploi. Raconte-nous. De tes obstacles à ta remise en question. Raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Camille, qui a rejoint une entreprise familiale spécialisée du coup dans la création de chocolat. Tu vas bientôt nous en parler. Je suis trop contente d'être ici, chez toi du coup, à Strasbourg. Ouais. À Haguenau, particulièrement. Haguenau, pour ceux qui Bienvenue en Alsace. Et ravie de vous accueillir effectivement à la chocolaterie et trop contente que vous ayez fait le déplacement jusqu'ici, donc merci. C'était un plaisir, on est très bien reçus en tout cas. Le challenge va être de ne pas craquer d'ici la fin du podcast. En revanche, dégustation à la fin du podcast, ça a l'air juste on va tout déguster. Trop bon. Alors Camille, on aimerait commencer par une première question toute simple, comme on a l'habitude de faire avec chacun de nos invités. Comment tu vas en ce moment? Je vais très bien, ça va hyper bien. Donc on est actuellement en mai, ce qui signifie que pour nous en fait c'est la fin de deux saisons intenses que sont Noël et Pâques pour la chocolaterie. Et donc là on arrive à la fin d'un cycle et qui est aussi mon premier cycle puisque j'ai rejoint donc la chocolaterie en septembre, donc c'est relativement récent. Et donc ça va très bien. Le plus difficile est passé, et puis là, les prochains mois sont dédiés à la préparation de Noël, mais donc là, actuellement, ça va bien. Avant effectivement de retracer ton parcours, donc comme on l'a dit aujourd'hui, donc on est ici chez toi, en tout cas chez ton papy plus précisément, donc Daniel Stoffel. Qu'est-ce qui se cache derrière une chocolaterie? Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais effectivement depuis 6 mois, depuis que tu as rejoint l'entreprise familiale? Oui, donc effectivement la chocolaterie a été créée par mon grand-père Daniel Stoffel, qui a été aidé de ma grand-mère, faut le souligner. Ouais. Donc finalement c'est une aventure qu'ils ont réalisée en couple. Donc on fête nos 60 ans cette année. Ma maman a rejoint par la suite avec son frère et puis du coup j'ai effectivement rejoint il y a 8 mois. Mon frère a également rejoint l'aventure il y a presque 1 an maintenant. Donc c'est une réelle aventure entrepreneuriale et familiale. Qu'est-ce que je fais moi actuellement dans la chocolaterie? Donc je suis responsable commerciale. D'accord. Et donc je suis également membre du directoire. Génial. Super, donc avant d'en parler davantage, j'aimerais qu'on revienne au commencement. Est-ce que c'est un métier que tu imaginais faire quand tu étais petite? Parce que comme on l'a dit, c'est quand même une histoire familiale, c'est ton papy et ta mamie du coup qui ont créé Daniel Stoffel Chocolaterie. Est-ce que quand tu étais petite, tu voulais absolument travailler là-dedans ou pas du tout? Tu mangeais juste les chocolats et c'est tout? Ouais, non, alors effectivement, c'était pas forcément une aspiration. J'ai toujours beaucoup aimé le chocolat. J'en ai effectivement toujours beaucoup mangé. Ça a toujours été un produit que j'ai adoré. Donc j'ai toujours été chanceuse finalement de grandir dans cet environnement-ci. Plus jeune, je venais régulièrement, je traînais dans les stocks, on s'amusait dans les stocks avec mon frère, les cousins, cousines, etc. J'aidais en saison, donc à Pâques, à Noël, on se levait tôt le matin pour pouvoir remplir le magasin. En revanche, pendant très 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 longtemps, non, je n'imaginais pas forcément rejoindre la chocolaterie. Pourquoi? Dans un premier temps, parce que au sein de la famille, je n'ai jamais ressenti cette forme de pression que d'autres pourraient avoir sur le fait de dire que voilà, je dois rejoindre l'entreprise familiale. Donc ça n'a absolument pas été le cas. Au contraire, c'était plutôt de dire tu rejoindras si tu le mérites. Donc quelque part, il fallait plutôt le mériter, le gagner, quoi. Ouais, bien sûr. Et en plus de ça, alors je sais pas, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais j'ai quand même vécu un certain nombre d'années à l'étranger. Et pendant très longtemps, je ne me voyais absolument pas revenir me réinstaller en Alsace. Et donc, pour cette raison-ci, pendant très longtemps, non, je n'ai pas envisagé de rejoindre la chocolaterie. Et effectivement, c'est une super transition. Donc, tu le dis, tu évolues quand même dans cet univers de chocolat et d'esprit familial. Mais
quand tu es petite et que tu évolues, puis tu vas au lycée, puis il faut faire effectivement un choix pour les études, à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'imagines faire d'un point de vue métier et qu'est-ce que tu choisis de faire, enfin, quel est ton parcours un petit peu scolaire? Ouais. Alors quand j'étais en primaire, je voulais être chanteuse. Ah, j'adore. Ouais, j'adorais Laurie, j'adorais Alizée. Ah, Alizée, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue chat. Ouais. Ok. Donc Laurie, Alizée, Shakira, Britney Spears. Bien sûr, des classiques. Donc chanteuse quand j'étais en primaire. Par la suite au collège, j'ai eu envie de faire 2 métiers. Journaliste. D'accord. Donc je m'appelle Camille Castero, donc CC, je voulais être Claire Chazal. Ah, mais j'adore. C'était mon objectif. Quelle anecdote, ok. Et en 3e, je voulais être architecte tout simplement parce qu'à ce moment-là, mes parents construisaient leur maison et que donc j'ai suivi le process de construction et que je trouvais ça trop cool et donc j'ai voulu être architecte. D'accord. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de maths dans ce cursus-ci. Ça n'a jamais été mon truc et donc j'ai rapidement abandonné l'idée d'être archi. Et donc, par la suite, donc, j'ai quitté, moi, le cocon familial à 15 ans, puisque donc, j'étais au lycée en région parisienne. J'en parle parce que c'est quand même une expérience relativement marquante. Donc, j'étais dans un lycée de filles en uniforme. Waouh. Donc, moi, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu, mais c'est une expérience, je pense, qui a été... à l'origine de finalement qui je suis aujourd'hui, parce que partir de chez soi à 15 ans, alors c'est pas tout jeune, mais c'est quand même plutôt qu'un bon nombre de personnes. Bref, super expérience, mais donc je quitte la maison à 15 ans, je fais ce lycée à Paris et par la suite, je décide de faire une école de commerce. Ok. Mais je décide de ne pas choisir la voie entre guillemets royale, donc pas de prépa, bien que j'étais une bonne élève, une très bonne élève dans un très bon lycée en plus, mais pas envie. Okay. Pas envie de m'infliger en fait ce rythme de travail et voilà. Et donc je fais le choix de faire une école de commerce post-bac. D'accord. Pour à ce moment-là, tu as une idée un peu de ce que tu veux faire ou finalement tu choisis l'école de commerce en te laissant l'opportunité d'explorer plusieurs pistes? J'ai pas d'idée précise. En revanche, en fait, je viens d'un milieu hyper entrepreneurial, donc que ce soit du côté de ma maman, donc avec la chocolaterie. Mon papa a également son business. Mes grands-parents du côté de mon papa, mon grand-père a son business, ma grand-mère aussi, ce qui à l'époque était quand même hyper exceptionnel qu'une femme, en plus elle est dans un domaine plutôt masculin. Mais donc autour de moi, en fait, beaucoup de modèles qui se sont lancés et qui ont leur entreprise. Donc la question ne s'est pas trop posée, c'était finalement... pour moi, quelque chose d'assez évident que de faire une école de commerce. Mais effectivement, sans savoir où ça allait où ça allait me mener. Magnifique, donc tu as une enfance plutôt douce, entourée avec ta famille, tu grandis avec plein de chocolat, on aime la nourriture, tu voulais devenir journaliste, un peu chanteuse. Tu grandis de plus en plus, donc tu nous as dit que tu as fait du coup une école de commerce. Quelle voie professionnelle dans un premier temps tu décides de te lancer et d'explorer un peu? Par opportunisme, je me lance. Alors, j'ai toujours eu un profil commercial, donc j'ai toujours eu des rôles commerciaux de sales, que ce soit en développement commercial ou en account management, mais dans le domaine technologique. Donc, mon premier job que j'ai fait en Allemagne puis en Belgique, c'était orienté service, donc je vendais des projets de développement web mobile. Puis ensuite, à Singapour, je vendais des serveurs informatiques, donc de l'infrastructure, du hardware. Et ensuite, j'ai rejoint Microsoft à Dublin. Donc j'ai toujours été commerciale, mais pas dans le chocolat. Voilà, et dans des pays qui sont super différents. Donc on parle de Francfort, de Bruxelles, de Singapour, de Dublin. Puis retour à Haguenau. Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'imagine dans toutes ces expériences, à aucun moment encore la chocolaterie est envisagée. Quel est un peu le déclic, comment le retour finalement à Haguenau? Alors,
effectivement, pendant très longtemps, la chocolaterie n'a pas été, c'était pas une option, je l'envisageais pas. Jusque globalement quand même Singapour, donc là on parle de 2020-2021. D'accord. Où pour la première fois, je me dis, j'aimerais bien faire quelque chose avec la chocolaterie. Alors à ce moment-là, l'idée effectivement, c'était pas de rentrer en Alsace, mais de me dire, t'es à l'étranger, j'étais bien à l'étranger, j'étais bien à Singapour. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose pour développer l'activité de la chocolaterie à l'étranger? À Singapour, je pense que c'était pas une excellente idée de par le climat hyper chaud, hyper humide, très peu de chocolatiers présents sur place. Pour moi, ça signifiait que globalement, je pense que le marché n'était pas forcément là. J'ai pas étudié la chose en détail. Mais tout ça pour dire que c'est la première fois où ça me traverse l'esprit. J'y songe, on en discute très brièvement avec maman, mais sans que ce soit une vraie discussion. Et puis on passe à autre chose, et puis du coup je quitte Singapour, je vais à Dublin, je me pose plus trop la question, etc. Et il s'avère que du coup l'année dernière, vague de licenciement chez Microsoft, pas de chance, j'en fais partie. Donc je suis licenciée économique et donc voilà, pas de job, plus de job. Donc je pars en vacances, je me fais quelques mois off, etc. Je profite. Et à ce moment-là, en fait, il s'avère que notre ancienne responsable commerciale était partie à la retraite, mais déjà presque 2 ans auparavant. D'accord. Elle n'avait pas été remplacée. Mon frère avait rejoint du coup la chocolaterie 3-4 mois avant. Et moi qui du coup était disponible. Et donc ma maman me dit, attends Camille, on va parler. Sérieusement cette fois-ci. Qu'est-ce que tu en penses de nous rejoindre maintenant? Et donc les éléments qu'elle évoque, c'est tu es disponible, c'est pas comme si tu quittais potentiellement un pays que tu aimes bien, un job que tu aimes bien pour nous rejoindre. Donc le risque en fait est minime, il n'y a pas de risque. Voilà. Louis venait de rejoindre. Donc ça avait du sens que quelque part je le rejoigne peu de temps après parce que, et c'est vrai que je le constate, alors mon frère avait déjà travaillé à la chocolaterie auparavant, puis il avait quitté les revenus. Mais donc globalement il avait quasiment presque 2 ans d'expérience déjà dans la chocolaterie que moi je n'avais pas. Et oui, quand j'ai rejoint, ces 2 ans, tu les constates. Mais donc si j'avais rejoint, je sais pas, dans 4, 5, 6 ans, le delta entre lui et moi aurait été énorme. Donc je ne sais pas comment la collaboration se serait passée. Là, le fait que voilà, il ait rejoint peu de temps avant, c'est vrai que pour la maman, ça avait quelque part, c'était rassurant si moi si je rejoignais quasi au même moment, ce qui a été selon moi une analyse très fine, quoi, judicieuse. Voilà, et le fait que... Et elle avait besoin de quelqu'un, en fait, pour reprendre ce rôle de responsable commercial. Puisque donc on a nos magasins, mais on a également des clients qui sont des clients professionnels. Donc on vend notre chocolat à d'autres chocolatiers, à des pâtissiers, à des boulangers. On a la boutique en ligne, etc. Bref. Et donc, c'est suite à ces discussions, j'ai dit, mais oui, bien entendu, en fait, c'est... Tout est aligné. Tout est aligné. Finalement, le risque est... Le risque est nul, sachant que comme, finalement, initialement, j'ai jamais eu cette pression de rejoindre, là, pareil, c'était de dire, on teste, et en fait, si ça te convient pas, tu pars et tu feras autre chose. Bien sûr. Et donc, ouais, je me suis vraiment pas posé la question longtemps. La décision, elle a été prise quasi du jour au lendemain. Ça a été acté. Donc, ton élément déclencheur, c'était ce plan de licenciement au sein de ton ancienne boîte Microsoft. Est-ce que tu penses, après voilà, on peut parler de destin ou quoi, mais s'il n'y avait pas eu ce PSE, est-ce que tu penses aujourd'hui on serait là à te parler dans ta chocolaterie? Non, on serait pas là. Non, j'y serais toujours. Donc non, on ne serait pas là. Oui. Ouais, c'est fou. Et du coup, donc, effectivement, donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet de la chocolaterie. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter la chocolaterie? Donc, on l'a évoqué un petit peu auparavant. La chocolaterie donc, a été créée en 1963 par ton grand-père, accompagné du coup de ta grand-mère. Oui. Aujourd'hui, vous êtes implanté en Alsace principalement. Oui. Vous avez 3 boutiques. Oui. Combien d'employés? Quelle sorte de chocolat vous proposez? Explique-nous un petit peu. Ouais, donc effectivement, la chocolaterie vient de fêter ses 60 ans, qui est quand même un beau cap. C'est magnifique. Donc mon frère et moi, on est la 3e génération à avoir rejoint l'entreprise familiale. Donc ça a été créé par mon grand-père et ma grand-mère dans la cave
de leur maison familiale. Waouh! Donc dans un premier temps dans leur cave, puis dans un autre bâtiment donc à Haguenau, qui était un ancien moulin. Waouh! Donc ils ont investi un étage, et puis un second, et puis un troisième. Donc à la fin, c'était quand même grand. Je crois qu'ils avaient plus de 4000 mètres carrés, mais sur 5 étages différents entre la cave, le 5e. Bref, c'était devenu n'importe quoi, globalement. Et donc par la suite, on a construit là où on se trouve actuellement, où donc on a un magasin et la production. Alors on a une petite partie production aussi sur notre site à Ribeauvillé, mais globalement 90% je dirais de ce qu'on vend est produit ici à Haguenau. On a une équipe de 75 employés permanents. Waouh, ok. Et durant les périodes de forte activité, donc que sont Noël et Pâques, on fait appel à du personnel intérimaire. Et donc, durant ces temps-ci, on est presque 140 à la chocolaterie. Vous doublez pratiquement les effectifs? On double quasiment les effectifs. Globalement, en équivalent temps plein sur l'année, on est un peu plus de 110 personnes à la chocolaterie. Ouais, c'est quand même assez conséquent, et donc finalement une croissance qui a été assez rapide entre les générations du coup de ton grand-père à maintenant. Ouais, alors c'est une croissance qui a été régulière, constante. Ouais. Il n'y a pas eu de croissance fulgurante et après un stop. C'est vrai que c'est plutôt constant, petit à petit. Mais on souhaite rester artisanal. Ça nous tient c'est important, ça nous tient à cœur. Donc l'objectif, c'est pas de devenir Mars. D'ailleurs, pour info, Mars, ils sont juste là à côté. D'accord. Mars France, on leur fait à 150 mètres à vol d'oiseau, quoi. Donc notre objectif, c'est pas de devenir Mars. Et effectivement, on est déjà très content de là où on en est actuellement. Et puis on verra pour la suite. Mais ouais, l'artisanat nous tient à cœur. Du coup, les acheter directement en magasin, au sein des boutiques. Ouais. Malheureusement, si on n'est pas à Haguenau, on peut les acheter aussi en ligne et du coup vous livrez partout en France. Oui, c'est juste. Et on vous mettra du coup le lien juste en bas, parce que franchement, ils sont juste excellents. On a un petit peu triché avant, on en a goûté quelques-uns et franchement, ça vaut vraiment le détour. Donc on va revenir à ce que tu as dit, Camille. Comment on se sent quand on rejoint quand même une affaire familiale qui existe depuis 1963 Comment tu l'as vécu et quels sont en fait, ou quels ont été aussi les challenges que tu as pu rencontrer en fait? Il y a différents challenges, il y a le challenge pro et il y a le challenge perso. Bien sur sûr. Le fait de se dire je me réinstalle en Alsace, alors que globalement ici je connaissais quasiment plus personne. Donc il a fallu, mais il faut toujours, parce que c'est toujours en cours, reconstruire ce cercle perso qui est important aussi à mon équilibre. Mais côté pro, alors ce que je dis, le fait que l'entreprise ait 60 ans, bon, quelque part on se dit tout ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Donc ça, c'est un côté plutôt rassurant, je dois dire. En revanche, le personnel, alors je n'ai pas envie de dire ils t'attendent au tournant, non, parce que les gens chez nous sont très bienveillants, mais il y a forcément des attentes. On est observé. L'objectif, c'est d'être finalement un rôle modèle, quoi. Donc cette volonté de bien faire, oui, clairement, c'est hyper différent que d'être employé. Tu prends tout bien plus à cœur. Si telle chose n'est pas faite, en fait, c'est moi qui vais le faire, parce que c'est ce côté... finalement, c'est mon entreprise, même c'est l'entreprise de la famille. Donc, tout prend une dimension autre et une dimension supérieure. Bien sûr. Et quels sont les principaux... Enfin, comment tu l'as vécu? Comment tu as vécu ces 8 derniers mois? Et qu'est-ce qui a été plus difficile pour toi, aussi quelles ont été les bonnes et les peut-être moins bonnes surprises, ou peut-être des choses auxquelles toi tu t'attendais, ou en fait finalement tu t'attendais à rien, à toi de nous dire. Mais comment tu as vécu globalement les 8 derniers mois? Alors...
très différemment que ce que j'avais déjà envisagé. D'accord. De ce que j'avais projeté avant de rejoindre. Pourquoi? La première chose, c'est que donc j'ai rejoint en septembre. Pour nous, septembre, c'est déjà, on est focus Noël. Septembre, pour nous, c'est déjà c'est le début de la campagne de Noël. Donc en fait, j'ai été catapultée au début de la plus grosse période de l'année. Et donc moi qui avais envisagé arriver, avoir le temps d'observer, d'analyser, tout simplement une intégration en douceur, ça n'a absolument pas été le cas. J'ai été projetée dans un tourbillon de travail, de deadline, d'échéances, enfin bref. Et donc, j'ai dû être opérationnelle finalement très rapidement. Donc Noël, puis Pâques. Donc on a enchaîné aussi les 2 saisons de l'année, particulièrement cette année, puisque Pâques était hyper tôt, c'était fin mars. Donc entre Noël et Nouvel An, oui, ok, on a eu une semaine off. Et dès le 2 janvier, c'était reparti. Donc j'ai dû être dans l'opérationnel. Donc j'avais absolument pas un rôle justement de dirigeant ou de machin. Non, zéro. Il a fallu faire et il a fallu apprendre. Parce que oui, j'ai grandi, évolué dans le milieu globalement, mais tant qu'en fait t'as pas les 2 pieds dedans et que t'es pas au quotidien dans l'affaire, finalement t'y connais pas grand chose. Donc j'ai dû apprendre, j'ai dû faire, et toujours avec du coup cette volonté de vouloir en plus bien faire, puisque la fille d'eux, la petite fille d'eux, et que donc pour moi c'était important de montrer que je savais faire aussi. C'est une pression justement pour toi d'être la fille d'eux ou la petite fille d'eux? Oui et non. Parce que ce que je disais, l'équipe est bienveillante et j'ai pas ressenti le fait que voilà, j'étais particulièrement scrutée ou en tout cas l'intégration s'est bien passée. Je pense que globalement les équipes sont plutôt d'ailleurs contentes de savoir que y a une suite. Ce qui n'était pas forcément le cas encore il n'y a pas si longtemps. Donc là, le fait de savoir que mon frère et moi on a rejoint, je pense que ça apporte finalement une forme de sérénité auprès des équipes. Donc non, j'ai été très bien accueillie, mais dans tous mes jobs, j'ai plutôt, l'objectif c'était de bien faire, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, là le fait que ce soit chez nous, pour nous, envie encore de mieux faire. Super. Quand on a une affaire familiale, on a des valeurs fortes, on a aussi une forte histoire et un fort historique. Est-ce que c'est dur pour la jeune génération, donc ton frère et toi-même, d'apporter justement une vision nouvelle et de l'innovation? Ou est-ce que justement on se dit non, en fait c'est une affaire familiale qui fonctionne depuis 60 ans, au final l'innovation et la créativité, la nouvelle touche, pas nécessaire? Je pense que ce qui est important, c'est de trouver justement un juste milieu. Ça fait 60 ans qu'on existe, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ont été très bien faites et qui fonctionnent. Donc non, clairement, notre objectif avec mon frère, c'est de ne pas tout révolutionner du jour au lendemain. Donc conserver ce savoir-faire, cet artisanat, garder les choses qui fonctionnent, mais bien entendu, tout de même songer à l'avenir. Donc, je pense que la recette, c'est de justement trouver un équilibre entre tradition et innovation. Et est-ce que c'est compliqué d'arriver en tant que nouvelle génération? Non. On a beaucoup de chance avec notre maman. Donc, mon grand-père, qui est toujours en vie, vient régulièrement. Et qui a quel âge maintenant? Il a 87, 88 ans. On lui fait un petit coucou. Voilà, ouais. Coucou papy. Coucou papy. Et il est toujours, c'est ça qui c'est beau en fait, ouais. C'est qu'il est tout, il peut. Et il vient quasi quotidiennement. Il fait le tour du magasin, il fait le tour de la production, des ateliers. Il dit bonjour à tout le monde. Maintenant, il est plutôt là. Il est là en représentation. Quand il vient, il met encore son tablier, sa grande toque, voilà. Et c'est un peu l'attraction quand on a du coup nos clients qui sont en magasin et qui le voient. Tout de suite, ils sont contents, ils discutent, etc. Donc mon grand-père, mais qui n'est plus opérationnel, bien entendu,
Et donc ma maman, qui est actuellement à la tête de la chocolaterie. Et donc quand je dis que c'est plutôt simple en tant que nouvelle génération d'arriver, c'est que ma maman est, par chance, quelqu'un avec qui il est très simple de communiquer et qui est friande justement de nos idées, qui est hyper à l'écoute. À qui on peut tout dire, ou en tout cas soumettre n'importe quelle idée. Après, entendu, tout ne passe pas, on pèse le pour et le contre. Mais en tout cas, on a cette chance d'avoir une maman qui est à l'écoute et qui a envie de, en tout cas... de prendre vos nouvelles idées et de les étudier en tout cas. De les étudier. Et son objectif, c'est bien entendu aussi de faire évoluer l'entreprise vers l'avenir. Et elle sait que pour ça, nous, en tant que nouvelle génération, on est aussi bien placés pour pouvoir le faire avec elle. Et effectivement, donc c'est un très bon point puisque, donc on l'a dit, tu travailles avec ta maman et ton frère au-delà des équipes, bien évidemment. Mais donc effectivement, tu travailles en famille au quotidien. Comment ça se passe? Est-ce que c'est simple de travailler en famille? Explique-nous comment ça se passe au quotidien. Je pense que travailler en famille, c'est un vrai sujet. Moi, je me suis posé la question aussi en amont. D'ailleurs, ça faisait partie quand même des choses. Ok, comment en fait est-ce que ça va se passer? J'en avais franchement aucune idée. Par chance, ça se passe super bien, en tout cas pour le moment. Je pense que moi, en tout cas, je suis maintenant dans l'affaire depuis trop peu de temps pour pouvoir dire on a trouvé réellement un rythme de croisière. Je ne pense pas, je pense que c'est encore en train de se construire, mais ça fonctionne. Ce que je constate, c'est que ma maman et mon frère sont super similaires. Donc eux ont 1000 idées à la seconde, toujours envie de vouloir faire plus, autre chose. Et si on faisait ça. Moi, je suis un peu plus raisonnée, on va dire. Et donc souvent, je dis, ok, c'est cool, mais on ne peut pas tout faire. Il faut prioriser. Est-ce qu'on a le budget? Parce que vouloir ouvrir 3 autres magasins, c'est bien, mais est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr. Donc, c'est marrant parce que eux, finalement, sont dans cette prise d'initiative constante et soumission d'idées. Et voilà. Et moi, souvent, je suis du coup un peu l'opposé, on va dire la fille un peu plus chiante, quoi, qui dit ok, très bonne idée, mais stop, on prend un peu de recul, on réfléchit, on analyse, on priorise. Mais du coup, le trio fonctionne bien. Ouais, parce que finalement, vous complétez et tu arrives à trouver aussi ta place parmi, effectivement, ta mère et ton frère qui peuvent être très similaires. Alors, je dis pas que c'est simple tous les jours. C'est pas le cas. Il y a des jours où je dois me battre un peu plus que d'autres. Mais globalement, oui, ça fonctionne très bien. Et eux me disent régulièrement, et mon frère me dit régulièrement, je suis trop content que tu sois là parce que justement, je fais la contrebalance, quoi. Si demain, d'autres personnes souhaitent faire partie d'une affaire familiale, toi Camille qui le vis actuellement, quels conseils tu leur donnerais en amont avant de rejoindre l'affaire familiale? Dans le cadre où l'affaire existe déjà et quelqu'un souhaite rejoindre, je pense qu'il faut se lancer. Tant que tu n'as pas les 2 pieds dedans, c'est ce que je disais, en fait, c'est compliqué d'envisager quelque chose ou de s'imaginer quelque chose. Finalement, c'est comme n'importe quelle situation. Souvent, tu te retrouves à vivre quelque chose de très différent de ce que tu avais envisagé dans un premier temps. Donc, pour moi, l'idée, c'est de se lancer. La communication est hyper importante, bien entendu, comme finalement à toute échelle. Voilà. La particularité de travailler en famille, c'est que tu as le boulot, mais tu restes une famille. Donc, la communication est hyper importante dans le sens où parfois, il faut savoir dire « Attends, là, je mets ma casquette de fille ou de sœur. Et là, j'ai la casquette de on taffe et du coup de responsable commercial ou de entreprise, quoi. Et
Et donc, important de parfois savoir distinguer de quand est-ce que je te parle en tant que membre de la famille et quand est-ce que je te parle en tant que membre business. Donc, il faut se lancer. Dans tous les cas, si tu ne te lances pas, en fait, tu ne sais pas. Mais tout en prenant suffisamment de recul, en se disant, OK, là, je bosse et là, je bosse pas et là, je suis en famille. C'est difficile de couper. J'avais la même question. Ouais. Tu coupes peu. En fait, souvent, c'est d'autres qui doivent nous couper. on en discutait entre nous, mais... Il est où le papa? Voilà. Bon. Là, du coup, la chocolaterie se situe proche de la maison de mes parents. Et donc, à midi, on rentre manger à la maison en famille. Et donc, si mon papa n'est pas là pour nous dire « Bon, les gars, stop, on arrête de parler de la chocolaterie », clairement, avec maman et Louis, on continue à en discuter. Et c'est sans fin. C'est sans fin. Donc c'est important de parfois, c'est même très important de savoir couper. Et oui, donc mon papa qui n'est pas impliqué dans l'activité, bien que en fait il est clairement impliqué indirectement, il n'a pas le choix, mais qui officiellement n'est pas dans la boîte. Le fait maintenant qu'on ait rejoint tous les deux l'entreprise, parfois c'est important pour lui aussi qu'on discute d'autres choses. Les dîners de famille sont très tournés autour du chocolat et de la chocolaterie. Et effectivement, c'est pas facile en fait de distinguer le pro du perso, quoi. Ouais. Et donc là, actuellement le week-end, avant tous les week-ends, on se retrouvait en famille avec les grands-parents, etc. On se fait un déj le dimanche. Et ça a toujours été comme ça et ça a toujours été top. Je dois dire que ça fait quelques mois où moi, en général, maintenant, le week-end, je préfère faire mes choses, mes trucs de mon côté, justement pour pouvoir déconnecter, sortir de cet environnement familial et voir d'autres choses et voir d'autres personnes et voilà. Et par rapport à ce que tu as connu en tant que salarié, quels sont l'élément le plus marquant qui change entre travailler dans des boîtes en plus à l'international comme tu l'as fait, VS là travailler en famille dans une entreprise familiale? Ce qui change le plus, c'est toujours ce côté, le fait de se dire que ça m'appartient et que c'est mon futur, et donc une implication qui est à tous les niveaux de l'échelle. C'est une implication différente et c'est une implication totale. Millimétrée, quoi, vraiment à chaque niveau et à chaque détail, en fait. À chaque détail. Ouais. Le moindre truc, tu vois, je vais au magasin, il y a un machin qui n'est pas placé droit, bam, je suis obligée de le replacer. Ouais. J'entends quelqu'un qui discute avec un client, le client pose une question, la fille répond en disant, je sais pas, un truc où elle n'utilise pas le mot propice. Ouais. Bon, je vais la voir en disant, oui, est-ce que finalement on pourrait pas plutôt exprimer ça comme ça? Et alors j'explique pourquoi, tu vois, mais ça, ce sont des choses, bon, c'est pas ma boîte, je vais pas être chiante avec mes collègues, tu vois, chacun fait son job et là, je suis à l'affût en permanence. Donc il y a ce côté, quand j'ai implication totale, c'est il n'y a pas de pause, il n'y a pas le oh, je suis fatiguée. Non, t'es tout le temps dans le truc. Et c'est ce qui peut être d'ailleurs complexe aussi, c'est que c'est une forme de charge mentale permanente. Alors il y a plein de super bons côtés. Et donc le positif est bien plus important que le négatif. Mais oui, le fait de rejoindre une entreprise familiale, de rejoindre du coup sa boîte, c'est cette charge mentale permanente de se dire ok, et en fait tu fais vivre aussi ces dizaines de familles, quoi. Donc tu peux pas faire n'importe quoi. Et tu peux pas te dire un jour j'ai la flemme d'aller au boulot. Non, en fait, les gens comptent sur toi. Donc, complètement. Ouais, donc ça, c'est différent que mon expérience de salarié où quand je partais en vacances, si je consulte pas mes mails pendant une semaine,
c'est pas grave. C'est pas très grave. Et effectivement, même la notion que tu dis, qui est aussi qu'on peut oublier, le fait que oui, il y a des familles qui comptent sur ce travail et qui sont là en plus pour certains depuis plus de 30 ans, donc qui ont vraiment évolué avec aussi la chocolaterie. Ah ouais, ils font partie de la grande famille de la chocolaterie, quoi. Ouais. Tu réalises aujourd'hui à 29 ans que tu es à la tête quand même d'une entreprise familiale avec ta mère et ton frère, ou c'est encore... faut que tu prennes le temps d'atterrir un peu parce que là tu étais en plein vol, ça a vite décollé, hop. Comment tu te sens? Je me sens bien. Non, je réalise pas trop. Ce qui me rend hyper heureuse. Et ce que je réalise en fait, et c'est ce que j'ai pu constater lors des mois précédents, c'est que le fait de bosser pour soi, c'est un terrain de jeu infini. C'est que n'importe quelle idée, n'importe quel projet que tu souhaites explorer, tu peux le faire. Et du coup, c'est hyper excitant. Tout est possible. Tout est possible. Alors après, il y a des bonnes, des mauvaises idées. Peut-être on va faire des choses, on va se planter, mais ça fait partie du jeu. Mais ce qui est hyper excitant, et ce que j'avais pas avant, c'est le fait de se dire, en fait, tu peux façonner ton métier et l'entreprise comme tu le souhaites. Alors, oui, il y a quand même des règles du jeu, c'est ce qu'on disait, on va pas pouvoir tout révolutionner, ce serait stupide, voilà. Mais en revanche, il y a plein de choses à faire et toutes les idées peuvent être explorées et potentiellement se réaliser. Et ça, c'est incroyable et ouais, c'est hyper excitant. Génial. On t'a préparé un petit jeu. Es-tu prête, Camille? Donc le principe est très simple, mythe ou réalité. Soit tu réponds mythe ou réalité par rapport à ce qu'on va te dire. Et s'il y a besoin de développer, tu développes. Mais du coup, on a réfléchi à quelques petites choses. Est-ce que tu es prête? C'est parti, ouais, je suis prête. Alors, mythe ou réalité, tu manges toute la journée des chocolats? Mythe, j'en mange beaucoup moins maintenant que je bosse ici. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai plus cette tentation. En fait, le fait d'être dedans, t'es moins tenté que quand tu es de passage ou voilà. Mythe ou réalité, c'est beaucoup plus difficile d'être légitime aux yeux de tes salariés quand tu es fille d'eux ou petite fille d'eux. Est-ce que tu as eu cette chose de faut que je fasse ma place, je suis jeune, il y a des personnes qui sont là depuis 30 ans, cette différence générationnelle, est-ce que c'est dur ou finalement non, c'est un mythe? Je pense que ce n'est pas un mythe, je pense que c'est une réalité. En revanche, moi, c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement ressenti. Je disais, on a été franchement hyper bien accueillis. J'avais pas l'impression d'être sous les projecteurs et que tout le monde analysait l'ensemble de mes faits et gestes. Bien que je pense indirectement tout de même que c'est le cas. Et inversement, si tu débarques et qu'en fait tu bosses pas correctement, je suis convaincue que c'est fatal. Donc je me suis un peu mise la pression toute seule parce que je l'ai pas forcément ressenti de la part des employés, mais je pense que c'était nécessaire parce que clairement, si tu fais pas le taf, ouais, je pense que t'es mort, t'es grillé. Complètement. Mythe ou réalité, tu te donnes 36 fois plus à fond quand tu bosses pour toi et ta famille, VS, quand tu étais salarié. Est-ce que les pauses Instagram se sont diminuées? Putain, ouais, de fou. Vous l'avez compris, ouais, non, c'est clairement une réalité. Mythe ou réalité, les gens achètent beaucoup plus de chocolat au lait que de chocolat noir? C'est une réalité. C'est ce que tu disais du coup tout à l'heure, donc pour les personnes qui peuvent aller voir sur YouTube, on a vraiment fait une immersion dans l'atelier donc avec Camille, atelier de production, donc vraiment pour tous ceux qui écoutent, je vous invite à aller sur YouTube voir puisque cette séquence n'est disponible que sur YouTube. Mais effectivement à la fin de la vidéo. Exactement, il sera disponible à la fin de la vidéo. Mais je pense qu'on est quand même à 70% de chocolat au lait. Ouais, donc c'est quand même énorme. Et mythe ou réalité, vous faites la moitié de votre chiffre d'affaires à Noël et à Pâques. Ouais. Ouais, c'est vraiment une... C'est une réalité. C'est une réalité...
stratégique. Ouais. Donc vous avez vraiment tout l'été où vous travaillez finalement sur la stratégie, enfin sur ce que tu disais en fait, vous êtes en décalé, donc l'été, enfin avant l'été vous travaillez sur Noël. Ouais, entre janvier et mars-avril, on travaille sur la saison de Noël et durant l'été, on travaille sur la saison de Pâques de l'année d'après, quoi. Très bien. Ouais, donc l'été l'entre-saison sert à préparer les saisons. Et la dernière, mythe ou réalité, tu te prends beaucoup plus, la tête, on va dire, facilement quand c'est en famille, VS quand tu travailles avec tes collègues. C'est-à-dire que tu peux dire des choses. Tu peux dire des choses que tu vas pas forcément. Enfin, tu vas moins mettre les formes avec ta famille. Réalité. Ouais. C'est plus réalité. C'est plus direct. C'est pas par quatre chemins. Ouais, c'est plus direct. Et quand ça te saoule, tu dis écoute aussi, putain, là ça me saoule, quoi. Ouais, là, stop. Ouais. Là, stop. Alors que bon, le collègue, tu peux lui dire, mais tu l'exprimes pas forcément comme ça. Ok, donc c'est bien une réalité donc, aussi. Donc c'est une réalité. Ouais. Super. Il nous reste 3 petites questions avant la fin, Camille. On aimerait savoir maintenant, donc du coup, tu es une jeune femme, bientôt 30 ans. Comment tu vois la vie et qu'est-ce qui est important à l'heure actuelle pour toi? Donc, comme mentionné au début là, de notre échange, il y a effectivement le pan professionnel et le pan perso. Côté pro, j'ai absolument aucun regret d'avoir rejoint la chocolaterie. Ce que je disais, c'est un terrain de jeu infini et donc j'ai aucun doute sur le fait que durant les prochaines années, je vais pouvoir m'épanouir et il y aura toujours quelque chose à faire. Moi, de par mon background et mes expériences précédentes, j'aimerais bien qu'on puisse s'exporter en dehors des frontières françaises. Je veux dire qu'on vend déjà un peu nos chocolats à l'étranger, mais sans réelle stratégie en fait d'export. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc à faire dans les prochaines années, j'aimerais bien qu'on puisse trouver nos chocolats à Tokyo, je dis Tokyo comme je reviens du Japon, mais à Tokyo, à New York, j'en sais à Londres. Donc l'aspect pro, aucun doute sur le fait que ce sera top et qu'il y aura toujours plein de choses à faire. Très contente du coup de travailler avec maman, mais qui sera amenée à un moment donné à quitter, mais avec mon frère, puisque on en a peu parlé, mais donc mon frère qui est un peu plus jeune, qui a 27 ans, et qui m'impressionne en fait tous les jours de par son implication, ses idées. Je suis admirative, donc c'est hyper chouette de pouvoir se dire que, en fait, j'ai vraiment confiance en notre duo et en ses capacités et sa motivation. Et après, pour le côté perso, la grande question, c'est est-ce que je vais me plaire à Strasbourg? Donc ça, pour moi, ça fait partie de mes objectifs actuellement, c'est m'assurer que j'ai un cercle de potes sur Strasbourg, je sais pas, j'ai de quoi, être épanouie comme tu peux l'être professionnellement. Oui, c'est ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez pour les personnes qui sont parties, comme toi, hein, ton type de profil, qui sont parties longtemps à l'étranger, de revenir en fait là où tu as grandi de base. Généralement, c'est vrai, on n'en parle pas assez. Tu perds de vue tes amis. Chacun après fait aussi sa route. Hein. Les gens ne restent pas forcément là où tu as grandi. Et je trouve en fait c'est super difficile à chaque fois de revenir et de se dire en fait chacun a fait sa vie, moi je reviens et au final je connais plus personne. Or que c'est là où tu as grandi. Et je trouve que ça on ne met pas assez en avant et c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, et j'y accorde beaucoup d'importance parce que moi je suis quelqu'un de plutôt social, etc. Donc et j'aime bien être entourée, j'aime bien aller me faire des restos, aller boire des verres, etc. Et donc je sais que pour moi c'est important d'avoir l'opportunité de le faire. Et donc pour pouvoir le faire, il me faut mon groupe de potes, quoi. Bien sûr. Et donc dans le cadre d'expériences à l'étranger, quand tu es expatrié, comment ça fonctionne? On est tous dans un pays étranger, on n'a pas on connaît personne. Donc le schéma classique, c'est on se rassemble, donc c'est hyper facile de se faire plein de copains. Et en général, ce sont des gens qui ont des centres d'intérêt similaires. Là, maintenant, le fait de me réinstaller à Strasbourg, c'est ce que tu dis.
Alors, en plus, comme j'ai quitté jeune, il y a plein de gens que j'ai perdu de vue. T'as quitté à quel âge, Strasbourg? Du coup, à 15 ans. 15 ans. Ouais. Et donc, je suis revenue 15 ans plus tard, en fait. Ouais. Donc, ouais, beaucoup de gens qui ont quitté Strasbourg ou alors qui sont juste à des stades de vie complètement différents. On a un âge où j'ai des potes mariés qui ont des enfants, etc. Donc, c'est pas eux que je vais appeler à 19h en me disant « T'es chaud pour aller boire un verre ce soir ?» quoi. Donc, ouais, important de trouver un équilibre pro-perso. Et donc, pour la partie pro, moi, ça va être mon challenge, puisque je disais le pro, j'ai pas de doute, mais donc le challenge, ça va être le côté perso, faire en sorte que je sois épanouie ici. Bon, on n'en doute pas. Et en tout cas, je me donne les moyens de le faire, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Mais voilà. C'est ça. Et donc effectivement, tu nous as un petit peu spoilé sur comment tu aimerais toi, en tout cas, voir la chocolaterie évoluer. Et effectivement, on se posait la question, est-ce qu'on peut imaginer que Daniel Stoffel, donc qui fête ses 60 ans cette année, dépasse un jour la frontière de l'Alsace? Ouais. Donc effectivement, oui. Est-ce que c'est un projet court, moyen, long terme, mais en tout cas c'est la direction que toi tu aimerais donner? C'est pas un projet court terme, Ouais. Je dirais c'est un projet moyen, peut-être long terme. Moi c'est quelque chose, oui, c'est une des directions que j'aimerais donner à l'entreprise. Je suis pas seule, c'est ce qu'on disait, il y a mon frère, il y a Amand. Il y a toute une stratégie business en fait derrière, donc on va pas le faire juste parce que j'ai envie de le faire. Bien sûr. On va faire la chose intelligemment. Donc il y a beaucoup de questions qu'il faut qu'on se pose encore. Et sous quelle forme? Est-ce que l'idée c'est d'ouvrir tout un magasin? Non, peut-être pas. C'est ok, peut-être d'abord exporter, vendre ça, j'en sais rien, sur type Galeries Lafayette Gourmet, je sais pas où dans le monde. Voilà, donc on a des clients, donc je disais, on a des clients qui sont des chocolatiers, des boulangers, pâtissiers. Actuellement, ce sont des clients qui, du coup, sont principalement en France. Est-ce que l'idée serait de diffuser, du coup, nos chocolats via ce canal-ci? Bref, il y a 1000 options différentes qui n'ont pas actuellement été analysées davantage. Mais oui, moi, perso, j'aimerais bien qu'on puisse vendre le chocolat ailleurs qu'en France. Je pense que ce sera le cas à un moment donné. La question c'est quand. Donc non, c'est pas court terme, c'est plutôt moyen-long terme. Mais il y a des projets d'ouverture de magasins aussi. D'accord, génial. Toujours en Alsace, du coup? Ouais, en Alsace, mais peut-être on n'est pas loin de l'Allemagne. Donc, ok, ça se déplace petit à petit. Peut-être on va peut-être traverser la frontière. D'accord. Quels sont les autres projets un peu là que vous avez qui changent par rapport à ce que vous faisiez habituellement? On va lancer les glaces cet été. Oh là là, on adore. Après, on travaille constamment les gammes, bien etc. Sûr. Donc, il y a de l'innovation produit qui est hyper chouette. Les glaces, c'est une des idées que vous avez eues avec Louis. Voilà, et que du coup, vous voyez prendre vie. Ouais, c'est ça ce qui est cool aussi de bosser dans une PME, c'est que, et en plus d'en être à la tête, c'est que les projets peuvent aboutir quand même rapidement et t'as pas forcément besoin d'attendre des mois, des années avant de voir la chose se réaliser. Donc ça c'est cool. Donc ouais, les glaces, on a commencé à bosser sur le projet en décembre. Waouh, ok, donc oui, c'est action-réaction. Et là, actuellement, c'est pas encore en place, mais d'ici un mois, d'ici juin, ce sera le cas. On vendra des glaces. Les valeurs familiales aujourd'hui que vous souhaitez véhiculer au sein de Daniel Stoffel? Les 3 valeurs vraiment primordiales pour vous et que vous souhaitez que ça perdure. Ouais, que vous souhaitez garder, vous, en tant que même nouvelle génération. Ouais. Qu'est-ce qui est important et qui a toujours existé? En gros, tu vois, mais c'est ce qu'on disait un peu au début, mêler tradition et innovation, c'est important. Mais du coup, qu'est-ce que vous voulez garder malgré l'évolution que vous voulez donner honnêtement, c'est vraiment ça. C'est que la tradition soit au service de l'innovation.
Et après, notre tagline, c'est créateur de moments d'émotion. D'accord. On veut conserver, voilà, en fait, vendre du chocolat, c'est un achat plaisir. On veut continuer à véhiculer des émotions, que les gens soient heureux quand ils dégustent nos chocolats. Voilà, idéalement, ils font ça en famille. Ils échangent sur, ok, j'ai goûté ça, comment tu trouves? J'ai senti je sais pas, j'ai un chocolat à la fleur de sel, est-ce que tu as senti toi aussi? Enfin, voilà, donc ce côté-ci, émotion, etc., plaisir, partage, et bien entendu conserver le côté artisanal. Et ça, c'est quelque chose, on ne transigera pas dessus. On veut que tous les chocolats qui sortent de chez nous soient encore faits à la main, avec le savoir-faire qui a été commencé il y a 60 ans, Nico. Waouh. Dernière question avant de déguster tous ces chocolats. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la chocolaterie et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Camille? Alors, ce qu'on peut souhaiter à la chocolaterie, c'est d'être encore là dans 60 ans. Très beau, j'aime beaucoup. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est de moi aussi toujours être là dans 60 ans à la chocolaterie. Et tout simplement d'avoir pu contribuer à cette aventure familiale qui est belle et dont je suis fière aussi d'ailleurs de pouvoir contribuer, d'avoir rejoint et ouais, d'être épanouie. Magnifique. On te le souhaite du fond du cœur et on te remercie vraiment pour cet échange, pour ta sincérité et ton authenticité. C'était un très bel échange. Je vous invite encore une fois, pour les personnes qui nous écoutent, à aller voir la vidéo sur YouTube sur la partie production parce que Camille nous donne vraiment plein d'insights, plein d'éléments. Ouais, c'est la partie stock. En logistique aussi, ça c'est un projet aussi que vous avez porté. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc vraiment, on vous encourage à aller voir. Et je propose qu'on déguste un petit chocolat. Un petit check. Ah mais oui, attends, on le fera à la fin. D'abord le chocolat, j'en peux plus. Comme ça, tu peux réfléchir à un petit check de fin. Donc là, du coup, c'est ce que tu disais. Praliné amande noisette. Voilà, donc il y a beaucoup de chocolat praliné en fait. L'historique du coup, donc avec le S du coup de Stoffel. Et pas mal de pralinés. Alors, ça, ce sont des gouttes. La goutte, maintenant, c'est notre logo, on peut dire. Donc, on a travaillé toute une série de gouttes. Le Kuglopf, qui est donc un emblème de l'Alsace. On va montrer de plus près. Ouais. Je vais juste prendre ça parce que c'est vraiment très très beau. Regardez. Juste ici. Dommage, vous ne pouvez pas goûter à travers la caméra. Ça tombe bien, on a la boutique en ligne. Et ça tombe bien, vous avez la boutique en ligne. Encore une fois, on met tous les liens de la boutique en ligne dans la description. Donc vraiment, n'hésitez pas. Livraison toute France, peu importe où vous êtes. Si vous faites un Et alors, je propose un truc. Ouais. Allez. Un code promo pour le podcast. Ah bah alors là, c'est en direct, c'était pas du tout prévu. Ok. Raconte-nous. Ouais, raconte-nous, du coup tout attaché, comme ça ce sera... Raconte-nous tout attaché, 10% de remise sur la boutique en ligne. Sympa. Franchement, merci beaucoup, j'avoue c'était pas du tout prévu. Donc raconte-nous. De toute façon, on vous mettra le code promo et vous avez 10%. Et franchement, on vous les conseille parce qu'ils sont juste trop bons. Enfin, moi, je vais en manger un tout de suite. Ils sont vraiment tellement bons que je vais goûter celui-ci. Allez. Et là. Et toi? Non, mais sérieux, quoi. Je vais goûter celui-ci. Avec le S. Le praliné, mais c'est trop bon. Enfin... C'est juste génial, quoi. Incroyable. Franchement, merci Camille. Merci à vous. On finit avec un petit check. Ah, on va falloir se lever. Oh On va danser autour de la table. Le check de fin, c'est un gros câlin. Merci. Et puis on peut faire un petit...
Ça, c'est après avoir mangé du bon chocolat, tu vois. C'est vraiment, on adore. La danse de la joie. Merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas du coup à suivre le podcast, à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, notre Instagram. Vraiment, toutes les informations aussi concernant la chocolaterie est disponible. On met l'Instagram. Ah, ok. Le LinkedIn, et aussi le LinkedIn, mais aussi le site internet. Le site. Où du coup vous avez, grâce au code promo Raconte-nous, 10% sur la boutique en ligne. Vraiment, allez-y. N'hésitez pas à mettre même vos commentaires une fois que vous allez recevoir les chocolats. Vraiment. Est-ce que vous allez apprécier? Taguez-les sur Instagram. Juste, ils sont divins et c'est tellement bon de voir des chocolats. Ouais, on sent vraiment encore, le savoir-faire. ouais, voilà, le savoir-faire et l'artisanat, c'est ça aussi, qui est super intéressant. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Ok, donc là, vous êtes dans un des espaces de production de la chocolaterie. Donc pas de chance, aujourd'hui tout le monde fait le pont, donc personne ne travaille. Donc ici on a la partie moulage. Donc ici c'est la partie donc là, c'est la partie, moulage. donc vous avez le moule. Ouais. Et donc ça, ce sont les tables où on va peindre en fait les moules. D'accord. Donc chaque étape de peinture se fait à une table. Donc vous avez une fille ou un homme ici qui va peindre les yeux en chocolat noir. Puis le moule passe à la table suivante, ils vont peindre un nez en chocolat blanc. Puis ça passe à la table suivante en fonction du nombre d'étapes de peinture dans le moulage. Puis on arrive à la fin de la chaîne de peinture. Et donc on arrive ici, ça c'est une doseuse. Et donc en fait c'est un engin, c'est manuel, hein, qu'on doit régler avec la dose exacte de chocolat. C'est une pédale, on appuie sur la pédale, le chocolat sort, rentre dans le moule. Ah oui, il faut avoir le coup de pied quoi. Ouais, okay. Voilà. Pas le coup de main. Exact. Une fois que le chocolat est dans le moule, on ferme le moule. D'accord. Et on vient le clipser sur cette machine-ci qu'on appelle une centrifugeuse. Et donc c'est une machine qui tourne et qui permet en fait de diffuser le chocolat de manière homogène de l'ensemble du moule. Ok. Une fois que cette étape est terminée, donc ça c'est une histoire de quelques minutes, hein, c'est relativement court. Ok. On place les moules dans ce tunnel de froid. Ding, 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 ding. Ouais. Et à la fin, on sort le moule, le chocolat est démoulé, on nettoie les moules et bam, et ça reprend et on Et donc il y a vraiment une personne par atelier? Ouais. Ok, c'est une personne par atelier. À savoir qu'ici, du coup, la machine n'est pas branchée, mais donc ici, vous avez normalement ce qu'on appelle une tempéreuse. D'accord. Et donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le chocolat doit respecter une courbe de température. Donc on chauffe, on redescend la température, on remonte. Et en plus de ça, on doit faire hyper attention au taux d'humidité. D'accord. Donc on contrôle à la fois la température, mais également l'hydrométrie dans le chocolat. Ok. Et donc c'est cette machine qui va permettre d'assurer en fait les courbes de température optimales. Okay. Donc cette machine, elle est branchée à ces différentes cuves. Donc ici, vous avez le chocolat au lait. Ah. Chocolat noir et chocolat blanc. Et ce que tu expliquais du coup tout à l'heure donc sur la température à respecter, si du coup il y a un problème on va dire de température, vous êtes alerté par la machine ou c'est vraiment un travail manuel? Non, c'est hyper manuel, okay. C'est un savoir-faire. Okay, et c'est ce qu'on dit, c'est que le chocolat c'est à la fois très simple mais en fait compliqué. Bien sûr. Parce qu'il y a un savoir-faire derrière et puis il y a des règles à respecter. Et donc ça paraît simple, mais ça l'est pas. Et en fait, ça. c'est très technique. Et du coup, il y a un savoir-faire aussi humain qui est très important. Quoi. Le savoir-faire humain est hyper important. Chez nous, il y a, à part en fait certaines machines pour pouvoir emballer en fait les produits qui sont automatisés, le reste tout est fait à la main, tout est manuel. Tout est manuel et donc du coup j'imagine que c'est des personnes qui travaillent chez vous depuis assez longtemps et il y a un savoir-faire qui se transmet. Oui, tout à fait. Donc cette année on fête les 60 ans de la chocolaterie. Waouh, félicitations. Et donc on a effectivement la chance d'avoir un certain nombre de collaborateurs qui pour certains sont là depuis 30-35 ans. Waouh. Et qui du coup transmettent leur savoir-faire aux générations futures. Ouais. Et en l'occurrence, donc là on a la partie moulage et les tables que vous voyez juste là
ce sont les tables du coup de ce qu'on appelle le conditionnement. Le conditionnement, c'est la mise en sachet ou la mise en boîte de nos chocolats. Donc pareil, hein, tout est fait à la main. D'accord. Et en l'occurrence, ici, la chocolaterie, on fait toujours des beaux nœuds. Ouais, c'est un peu votre marque. Voilà, c'est un marqueur. Et c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la maman de mon grand-père, donc mon grand-père Daniel Stoffel qui a créé la chocolaterie, elle était modiste. Une modiste, c'est quelqu'un qui faisait des chapeaux. Ok. Et du coup, elle maîtrisait l'art des nœuds à la perfection. Et c'est elle qui a commencé à instaurer en fait ce système de nœuds sur beaucoup de nos packaging. Ouais. Et donc ça, c'est un savoir-faire qui est complexe. Et en l'occurrence, là, on a Morgane Morgane, elle a 25 ou 26 ans. Et ça fait 3-4 ans maintenant qu'elle travaille à la chocolaterie et qu'elle a été formée par Isabelle, qui elle aussi avait été formée par, du coup, la grand-mère, donc Mémélina. Et donc, c'est un savoir-faire qu'on transmet. C'est génial. En gros, dans notre savoir-faire du chocolat, on travaille encore de façon hyper artisanale, mais en revanche, à côté, on tente de prendre un maximum de codes de l'industrie pour pouvoir en fait effectuer un travail le plus efficace possible, le plus efficient possible. Et donc, relativement récemment, on a repensé tout notre outil logistique et donc on a mis en place C-Code-C Data Matrix. En fait, donc chaque emplacement de l'ensemble des stocks, donc puisqu'il y a le stock là-bas encore et le stock à l'arrière. Donc chaque emplacement est étiqueté, numéroté. Et donc on utilise un outil qu'on appelle un PDA, un système de scan. Et donc à chaque fois qu'on place un produit à un endroit, on va scanner l'emplacement. On scanne sur chaque... Alors là, on ne le voit pas, mais sur chaque carton, on a également un code barre. Okay. Et du coup, on scanne le code du carton. Okay. Et donc, pour signaler que ce carton est à tel emplacement. Okay. Donc, ça nous permet un suivi des stocks optimal. Et ça nous permet aussi, la personne qui arrive à la chocolaterie, qui connaît absolument pas les lieux, très facilement, elle sait, OK, tel produit est à tel endroit. Ok. Et donc, ça nous facilite. C'est assez récent, du coup. Ouais, ça fait 2 ans. Qu'on utilise ce système. Et donc avant, c'était pas du tout comme ça, et donc tout était fait manuellement, j'imagine. Ouais. Alors avant, donc on parlait des gens qui sont là depuis très longtemps. En l'occurrence, Jean-Michel, qui est du coup le directeur des ateliers, qui est là depuis 35 ans. Jean-Michel, lui, connaît par cœur la chocolaterie. Et en l'occurrence, souvent, on lui disait, Jean-Michel, je cherche tel produit, telle référence, tel chocolat. Jean-Michel va dire, OK, il est là-bas. C'est incroyable. J'ai besoin de tel sachet, tel emballage, OK, je l'ai posé là-bas. Et donc, c'était problématique. Le jour où Jean-Michel n'est pas là, en fait, tu passes beaucoup de temps à chercher. Ouais, c'est ça. Et donc, fallait pallier à ça et il fallait clairement moderniser l'outil. Donc, on a mis ça en place. Et en termes de traçabilité, maintenant, c'est nickel. Bien sûr. Ici, c'est un stock de produits, ce qu'on appelle semi-finis. Donc, c'est les produits, mais qui sont encore nus, qui ne sont pas emballés. D'accord. Miam, miam, miam. Ok, donc ça, c'est le stock de produits... ça sent le chocolat. Donc, semi-finis. Donc, effectivement, vous allez avoir un certain nombre de chocolats. Alors, certains sont emballés, mais certains ne le sont pas encore. D'accord. Là, c'est quoi? C'est l'étape juste avant la mise en magasin, du coup? Ouais, alors effectivement, quand ceux-là, par exemple, sont emballés. Donc, ça, c'est l'étape juste avant le magasin. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une gamme végétale. Waouh. Et on a une gamme light, donc c'est sans sucre. Et on utilise un édulcorant qui s'appelle le maltitol. Donc, en gros, c'est une gamme qui est dédiée souvent aux diabétiques. Ok, génial. D'accord. On a de chocolat. Production en cours. Donc en gros, une fois que les chocolats sortent de la production, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, ils les mettent ici. Ils sont mis ici. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour ces amis-là, à part le fait qu'on a envie d'en manger? Ceux-là restent là pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'ils soient conditionnés. Donc on en revient aux tables de conditionnement dont je vous parlais. Ok, super. Alors oui, très important. Le chocolat ne se conserve pas au frigo. Ah, on casse un mythe.
Je répète, le chocolat ne se conserve pas au frigo, mais le chocolat se conserve à l'abri du soleil, donc à l'abri des UV, donc dans un placard fermé. Et la température idéale de conservation du chocolat, c'est entre 18 et 20 degrés. D'accord. On se trouve à la dernière partie du stock. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une... Alors là, on est en mai, donc c'est après Pâques, après Noël. Donc c'est la période qui est à nouveau très calme pour nous, après des mois d'effervescence. Mais donc là, en l'occurrence, en saison, il faut se dire que tout ça, c'est rempli de produits finis, rempli de stock. Et en l'occurrence, cet espace, il est dédié à l'emballage de nos colis. On a un certain nombre de commandes qui sont passées. Donc on a des magasins, mais on fait de la livraison à domicile. On a une boutique en ligne et on vend également du coup à des associations, à des écoles via de la vente groupée de chocolat. Donc tout est emballé ici. Et donc là, c'est ce qu'on appelle un système de picking. Donc on a toujours ce système d'emplacement. D'accord. Et donc là, vous allez avoir un carton d'un produit, un carton d'un autre produit, etc. Donc sur l'ensemble des racks. Et ils sont numérotés, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Le préparateur de la commande, il a un bon de préparation. D'accord. Où il va avoir le numéro de la référence, mais il y aura marqué aussi 1, 2, 3, 4, 5. Et donc en fait, il va prendre un petit chariot. Et il va lire le 1, il l'a 3 fois. Donc il va s'arrêter là, il va le prendre 3 fois. D'accord. Le 7, il l'a 2 fois. Donc il va le prendre 2 fois. Et donc voilà. Et donc il y a un système comme ça, un chemin à suivre. On tente de leur faciliter le travail parce que justement, sur le bon de préparation, il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5, c'est dans l'ordre chronologique. Donc les mecs sont là et ils sont là, ok, j'ai besoin du 1. Oui. J'ai besoin du 11. Oui. J'ai besoin du 14. C'est ça, vous ne faites pas 14, puis 1, puis 2. Mais parce que du coup, moi je l'ai déjà fait, en saison, c'est facile de faire 10 km en une journée juste en faisant ça. J'allais dire, à mon avis, ils font leurs 10 pas par jour. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et là, on retourne dans une zone de production. Donc là, on est dans la zone de production où nos chocolatiers passent un maximum de leur temps. À la fois donc, pour tout ce qui est création, donc là c'est vraiment du travail d'orfèvrerie. On a ici ce qu'on appelle les tables de coulage. Donc ce sont des tables en marbre. En fait, on va couler. C'est pour faire, donc c'est vrai, j'ai pas précisé. Ici, on fait principalement des bonbons de chocolat, donc les pralinés, les ganaches, etc. Les petits bonbons qu'on va retrouver dans les ballotins. Donc là, on fait couler en fait le chocolat et qu'on lisse, quoi. Que tout doit être à la même hauteur. Voilà, tout doit être homogène. Et donc, en fonction du chocolat, ça passe donc une couche fine de chocolat noir, puis on fait couler un praliné et puis on remet une couche en chocolat. D'accord. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est on fait couler les intérieurs des bonbons de chocolat. D'accord, ok. Ouais, donc un travail très très précis. Là, il y a combien de personnes qui travaillent ? Ils sont 7 chocolatiers, donc formation de chocolatier. Mais après, on a d'autres personnes qui aident, en fait, qui sont des... Ça c'est un bon point. Toutes les personnes qui travaillent ici doivent forcément avoir une formation de chocolatier. Ok, pas obligatoire. Tu peux, en gros, apprendre sur le terrain, mais quelqu'un doit effectivement, j'imagine, avoir le savoir-faire. On a une réelle équipe de chocolatiers qui sont là, qui maîtrisent le savoir-faire, qui maîtrisent les recettes, qui vont élaborer les recettes, qui vont définir... avec nous les nouvelles gammes, les créations, et qui vont effectuer le travail justement d'orfèvrerie dont je vous parlais tout à l'heure, les créations entre guillemets complexes, les montages en chocolat, etc. Après, pour la partie bonbons de chocolat, donc là c'est la première étape, c'est effectué par les chocolatiers, ce coulage c'est effectué par les chocolatiers. En revanche, par la suite, c'est les chocolats qui vont être enrobés. Donc là on passe sur les lignes d'enrobage. D'accord. Et pour la partie enrobage, là tu n'as pas besoin d'avoir un savoir-faire de chocolatier, ça s'apprend. Et qu'est-ce qu'on appelle un chocolatier ? En fait, ils font un CAP de chocolatier, c'est une branche du coup très spécifique. Ok, d'accord. Ouais, donc il y a le CAP qui est la première étape. D'accord. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent poursuivre et avoir un diplôme en plus, il y a ce qu'on appelle le brevet de maîtrise. Et alors, vraiment, tout est super propre. C'est impressionnant, partout. J'imagine que il y a un gros travail tous les jours aussi de nettoyage une fois, parce que du coup c'est ce que tu disais, donc les personnes sont là à peu près de 8h30 jusqu'à 15h. De 8h à 15h, De 8h jusqu'à 15h, 15h30.
compris ménage ou après, effectivement... Alors, oui, on encourage, on oblige à ce que quand on quitte son poste de travail, il soit propre. Après, le vrai nettoyage des lieux, on fait appel à... D'accord, vous faites appel à une... parce que c'est vraiment très propre, quoi. Et donc, juste pour revenir à cette étape-ci, donc, on commence par là. L'intérieur des bonbons de chocolat passe sous le filet de chocolat. Et ici, en fait, souvent, on a 2 personnes qui sont postées et qui vont décorer le chocolat. D'accord. Donc, c'est soit un décor à la fourchette, soit ça va être... on va parsemer le chocolat de noix de coco ou d'inclusion noisette. Donc, on a 2 personnes ici qui vont décorer les chocolats. D'accord. Avant que le chocolat, en fait, poursuive sa route. Du coup, c'est vraiment en continu. J'imagine que ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Et donc ça, en fait, c'est pareil, c'est réfrigéré. Bon, là, tout est ouvert, mais ici, c'est un peu un tunnel de froid. Et donc, le chocolat, parcourt ce tunnel-ci. Et donc, à la fin, pareil, on a 2 personnes qui réceptionnent les chocolats et qui les conditionnent. D'accord, ok. Voilà. Ouais, et donc coup, là, ici, il y a la gamme Florilège, qui est notre gamme emblématique de la maison. Comment on choisit ces chocolats? Est-ce que les bonbons que vous proposez, c'est des bonbons historiques? Est-ce que vous repensez à certaines recettes de temps en temps, de façon permanente ou pas du tout? Parce que le côté historique et justement familial est important. Comment ça s'organise? Alors, on a un certain nombre de chocolats qui ont effectivement été élaborés par mon grand-père, et notamment celui-ci, le Pralino. D'accord. C'est le tout premier chocolat de la chocolaterie. Génial. Donc, qui est un praliné amande noisette. D'accord. Et donc là, on retrouve le S donc, de Stoffel. D'accord. Donc par exemple, ce chocolat-ci, c'est le premier chocolat, c'est le vrai chocolat emblématique de la maison. Donc la recette est inchangée depuis 60 ans. Ok. Par la suite, un certain nombre de ces chocolats ont été élaborés par mon grand-père, mais revisités, mis au goût du jour. Donc oui, on retravaille les gammes régulièrement. On y réfléchit, on y repense aussi en fonction des tendances actuelles. Et aujourd'hui, par exemple, on travaille des céréales comme l'amarante. L'amarante, c'est une... alors de base, ce sont des pistils d'une fleur. Et en fait, ce sont des graines qui nécessitent très très peu d'eau pour pousser. Et donc, ça rentre dans cette tendance d'écologie, de RSE. Voilà. Donc même dans le sourcing de nos matières premières, maintenant, on fait attention. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Bien sûr. Et le cacao, du coup, c'est le même cacao que vous travaillez depuis tout ce temps-là? Ou pareil, c'est parce qu'effectivement, il y a aussi, on connaît la hausse des prix en ce moment. Enfin, c'est pas c'est vrai qu'on fait face évident. à une hausse historique du cours du cacao. La matière première, non, le sourcing, il est aussi régulièrement repensé, retravaillé. On a des recettes qui restent inchangées. Bien sûr. Et on a d'autres recettes qu'on retravaille. Mais c'est vrai que récemment, on a changé la recette de ce qu'on appelle c'est la couverture de chocolat. C'est ce qui est ensuite du coup fondu et qui devient, qu'on travaille ensuite pour en faire un moulage par exemple. Et donc pour Pâques, c'est une saison où on vend beaucoup de moulages. Noël, c'est beaucoup de cadeaux, de ballotins, de bonbons de chocolat. Pâques, c'est plutôt des moulages. Et donc pour Pâques, on a retravaillé la recette pour que notre chocolat au lait en fait soit un chocolat à 41% de cacao, ce qui est beaucoup. Un chocolat au lait, alors un chocolat, j'ai envie de dire bas de gamme en supermarché, ça va plutôt être du 30, 31, peut-être 32%. Un chocolat au lait classique, c'est plutôt entre 34 et 36% maximum. Nous, on a pris le parti de proposer un chocolat à 41% de cacao. Qui dit plus de cacao dit moins de sucre, donc c'est gage de qualité. D'accord. Plus ce goût du coup de chocolat. Bien sûr. Les gens étaient surpris. Ok. Ils ont constaté le changement. Alors ça a plu, parfois ça a moins plu, parce que du coup, c'est comme on existe depuis 60 ans, on a des clients historiques qui nous connaissent par cœur. Et qui arrivent du coup à détecter même ces mots. Voilà, et donc au moindre changement,
Au moindre changement, certains, boum, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Parfois c'est positif, parfois forcément il y a des gens qui Bien sont sûr. moins contents, mais ça fait partie du jeu. Mais donc ouais, c'est tout ça pour dire qu'on régulièrement on retravaille les recettes. Parce qu'on souhaite évoluer tout simplement avec notre temps. Et je sais on aussi... souhaite bien entendu conserver le savoir-faire. Bien sûr. On veut pas tout. Voilà, l'idée c'est pas de tout révolutionner, mais d'évoluer progressivement. Mais je sais aussi que vous avez aussi, enfin vous allez, enfin même vous, donc quand je dis vous, c'est la famille, aussi l'envie d'aller vraiment voir le produit à sa source et que vous allez du coup chercher aussi un peu, aller voir de vos propres yeux les plantations de cacao jusqu'à effectivement que ça arrive ici dans l'atelier de production. Mais ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce suivi du produit vraiment brut jusqu'à l'importer ici en Alsace, quoi. Oui, tout à fait. Alors la fève de cacao, parfois vient d'un même pays. Mais pas forcément du même territoire, de la même zone. Et du coup, ça n'a absolument pas le même goût. Et donc une fève de Côte d'Ivoire et une fève du Venezuela, c'est absolument pas la même chose. C'est comme un vin en fait, différents terroirs. C'est entre une zone et une autre, le produit n'est absolument pas le même. Et donc même au sein d'un même pays, ce que je disais, ça peut ne pas être la même chose. Donc oui, c'est important de faire ce travail de sourcing. Certaines fèves vont donner un chocolat plus fruité avec des notes de fruits de la passion, d'autres plutôt avec des notes de fruits rouges, d'autres qui vont être plus des notes boisées. Voilà, donc c'est hyper diversifié. Et oui, là donc c'est un projet qui est récent, mais on s'est associé avec on va dire notre famille camerounaise, donc ce sont des gens qu'on côtoie depuis des années. Et donc on lance une production de cacao au Cameroun. Donc on y a effectivement été récemment. Et ce qui va nous permettre d'être présent. Alors de faire, actuellement on part beaucoup de bean to bar, donc de la fève à la tablette. Et là avec cette plantation au Cameroun, ça va nous permettre de faire du tree to bar, donc de l'arbre à la tablette. Et donc l'idée c'est bien entendu que cette production soit bio. Donc c'est de l'agroforesterie, donc en fait les cacaoyers vont pousser entourés de bananiers, d'avocatiers, voilà. Et au-delà de la production, du fait de cultiver ces fèves, il y a tout un projet RSE autour. C'est super. Je trouve ça vraiment génial d'avoir la partie aussi sourcing qui fait en fait partie intégrale de votre métier, puisqu'effectivement c'est ce que tu dis, ensuite ça va se retrouver dans le goût du chocolat et de savoir aussi d'où ça vient et comment c'est élevé, cultivé. Je trouve que c'est une belle histoire aussi qui fait partie intégrante en fait du process, quoi. Trop bien. C'est top. Bienvenue chez Daniel Stoffel. Donc là, on se trouve dans le magasin de Haguenau. Ça, c'est un vrai travail d'expert. C'est hyper compliqué. Enfin, c'est chaque rose, c'est une pétale à chaque fois. C'est pétale par pétale. Les bretzels, alors les bretzels en chocolat, qui sont une tuerie. Tous les gens qui goûtent ça ne peuvent plus s'en passer. Mais c'est vraiment ça, ne peuvent plus s'en passer, on redemande, on rachète constamment. Là, nous avons notre tablettothèque, donc avec toutes sortes de tablettes, chocolat. Voilà, lait, noir, avec des origines différentes. Donc on a la collection sport, donc là vous retrouvez la gym. Génial. L'équitation, le foot. Je sais que tu as envie de manger un chocolat. On a également notre gamme de pâtes à tartiner. Bien sûr. Au chocolat au café, on propose ce qu'on appelle des instants chocolat. Donc l'instant chocolat, c'est une formule donc avec une dégustation de 5 chocolats. L'instant chocolat, à la fois cette dégustation de chocolat, mais également une boisson. Donc un chocolat chaud fait maison,
ou alors un café, un thé ou des boissons froides, quoi, des softs. Et l'autre option, c'est également de déguster à la place des chocolats une pâtisserie, donc toutes les pâtisseries sont faites maison. C'est une gamme qui a beaucoup de succès actuellement, donc c'est du chocolat en vrac finalement. Ouais. Qui s'occupe de... Est-ce que vous avez vraiment une personne qui pense à toutes les créations, comme là par exemple sur les Jeux Olympiques? Oui. La personne qui est à l'origine de beaucoup de nos créations, c'est Géraldine. D'accord. Qui est du coup notre chef chocolatière. D'accord. Prendre votre petite barre de réconfort. Je vous invite à aller sur danielstoffel.fr où vous retrouvez du coup la boutique en ligne et vous pouvez vous faire livrer partout en France.